Je vais maintenant appeler à la barre Madame Laurence de Villers. Madame de Villers, prenez place donc à la barre. Est-ce que vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites « je jure ». Je jure. Madame de Villers, avec vous, nous allons aborder peut-être un autre plan de la relation à l'IA et au robot, puisque vous êtes très spécialisé dans l'affectivité de la relation entre l'homme et la machine, entre l'homme et le robot. Vous êtes prof d'informatique à Paris-Sorbonne. Vous êtes aussi responsable des dimensions affectives et sociales dans les interactions parlées à Orsay. C'est ça? Oui, aussi, CNRS, c'est un laboratoire du CNRS qui est Orsay. D'accord. Vous avez écrit un ouvrage, j'ai une pièce à conviction. Vous l'avez aussi. Des robots et des hommes. Mythe, fantasme et réalité. Des souris et des hommes, c'est pareil. Ça se finissait mal. J'espère Oui. pas. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer, Madame de Villers, sur justement cette notion d'affectivité dans la relation? Pour nous, c'est un petit peu complexe. Est-ce qu'on peut parler d'affectivité? Dans la relation avec les machines. Oui. Merci de cette invitation. Donc, je vais vous expliquer le domaine qui est un domaine assez émergent. Enfin, disons qu'il émerge depuis un petit moment déjà. En 97, au MIT, il y a des travaux qui sont faits sur ce qu'on appelle l'affective computing, c'est-à-dire essayer de mettre dans les machines de l'affectif. Et il se trouve que moi, je travaille au CNRS déjà dans ce laboratoire qui est spécialisé sur les interactions humain-machine, et je travaille principalement sur la modélisation des dialogues. Le dialogue avec une machine, c'est quelque chose de compliqué. C'est déjà un domaine qui embarque beaucoup de modules et beaucoup d'algorithmes et de l'intelligence artificielle, puisqu'il faut reconnaître ce que l'on dit, et puis il faut essayer d'interpréter le sens de ce qui est dit, et puis il faut essayer dans un système de dialogue qui peut être proactif de la machine, où c'est l'humain qui parle, de savoir comment on va répondre. Et donc ces trois phases qui sont perception, raisonnement et génération de réponses mettent en jeu un grand nombre de modèles qui sont de plus en plus performants. Moi, j'essaie de rajouter, c'était ça mon étincelle à ce moment-là, de rajouter de l'affect, parce que en ayant fait beaucoup de travaux sur des données collectées dans des centres d'appel, je me rendais compte que les gens disaient c'est n'importe quoi. Et le système me disait je n'ai pas compris. Donc, on ne pouvait pas s'arrêter là. Du coup, il était important de pouvoir prendre en compte au moins la non-satisfaction des clients. Ça impactait sur les applications, vous pouvez l'imaginer. Donc, je me suis spécialisée sur ce domaine en travaillant principalement sur cette partie de détection du comportement expressif, émotionnel et social dans l'interaction. Ce qui ne veut pas dire que je cherche à détecter les émotions des humains qui, elles, sont cachées. N'est-ce pas? Vous avez une façon de penser quelque chose, de ressentir un sentiment vis-à-vis d'un événement et vous exprimez quelque chose qui peut être totalement le contraire, qui peut être superposé. Dans la vie de tous les jours, on a énormément d'émotions complexes, soit amplifiées, je vais vous montrer que je suis très en colère de quelque chose et au fond ça m'amuse, ça peut exister, ou je suis en grande souffrance. Moi j'ai fait beaucoup d'écoutes au SAMU par exemple, dans l'idée d'aller travailler sur des données réellement émotionnelles, et donc il y avait des gens qui étaient extrêmement attristés ou terrifiés par ce qui leur arrivait et qui en même temps remerciaient énormément les personnes qui venaient les aider. Donc on avait dans le langage, perceptivement, on pouvait entendre des intonations liées à quelque chose de très positif et de quelque chose de très négatif en même temps. Donc vous voyez, ça c'est une vraie complexité. Et pour l'instant, tous ces systèmes qui mettent en jeu des émotions sont d'une simplicité royale. Personne, le niveau de l'état d'art n'est pas du tout d'essayer de faire des systèmes qui s'approchent de l'humain. C'est une simplification et ça peut être utile dans certains cas. Donc sur l'affective computing, il faut rester raisonnable. Et tout à l'heure, vous avez parlé, à propos de la CNIL, de choses extrêmement intéressantes en disant les informaticiens, il faut surtout pas leur faire confiance. C'est une erreur grave de dire ça. Il faut les mettre dans la boucle. Parce que quand même, c'est eux qui conçoivent ces systèmes. Donc on parle beaucoup des types by design. Ça veut dire justement que c'est une boucle avec des concepteurs, avec
tout un tas d'autres disciplines. C'est en pluridisciplinarité qu'on arrivera à faire des choses intelligentes. Et pas en disant un tel est pas bien et un tel est bien. Je sais pas d'où ça sort, ça. Donc, arrêtons de dire que les informaticiens sont des autistes qui ne pensent qu'à faire du code. Par ailleurs, il est aussi important de se rendre compte que ces systèmes sont assez opaques. Ils sont difficiles à comprendre. Quand vous avez un agent conversationnel qui vous répond, qu'est-ce qu'il peut bien savoir? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme modèle, comme algorithme d'embarquer dans cet instrument, hein? Je pense à Google Home par exemple. Moi j'ai dans le salon, j'ai Amazon et Google Home qui essaient de discuter, qui disent rien d'intéressant. Mais on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont capables de dire. Est-ce qu'ils me disent toujours la vérité? Est-ce que ils peuvent me manipuler? Où vont les données qui sont collectées dans mon salon, etc., etc. Ça, c'est des vrais sujets. C'est des sujets actuels qui sont pas de la super intelligence, qui sont de la surveillance et savoir est-ce qu'on peut faire confiance à ces systèmes. Donc, c'est important. Votre réponse, c'est oui ou c'est non sur cette question? Sur quoi? On peut faire confiance ou on peut pas faire confiance? Alors, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique et en même temps qui n'est pas naïf sur ces sujets. Alors, pourquoi je parle d'ouvrir les systèmes? Parce que souvent, on a on surjoue la capacité des machines. On pense qu'elles sont plus fortes qu'elles ne sont. Or, si on connaissait vraiment les systèmes qui sont dedans, on aurait moins peur. Donc, je vais pas dire que j'ai une confiance énorme dans l'être humain, parce que c'est les êtres humains quand même qui font ces machines et qui créent ces systèmes et qui sélectionnent les données qui vont effectivement nourrir le système par apprentissage. Mais j'ai quand même une grande confiance dans le fait qu'on peut éduquer les gens et qu'on peut les éduquer à avoir un comportement de plus en plus éthique. Donc je suis très impliquée dans des comités sur les réflexions éthiques autour de ces systèmes. Il n'y a pas de régulation pour l'instant. On en voit sur les données privées, mais on n'en voit pas sur la manipulation de ces machines. Et je travaille notamment au sein de I3E, qui est une société savante internationale, 160 pays, 400 000 membres, où on essaie de trouver des normes et des standards en discussion avec un grand nombre de métiers, dont des gens de loi, des gens qui sont sociologues, philosophes, etc. Donc c'est l'idée d'avancer sur quelle réglementation il faut faire, et j'aurai confiance le jour où on prendra ce sujet très au sérieux. Pour moi, il y a 3 sujets essentiels. Le premier, c'est d'éduquer, d'ouvrir qu'est-ce qu'il y a dans ces systèmes, et donc l'informaticien qui crée ces systèmes, il est fondamental dans la boucle. Le deuxième, c'est de travailler sur l'éthique. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ces machines? Comment on veut les utiliser? Et qu'est-ce qui est néfaste? Alors, on travaille beaucoup là-dessus sur Paris-Saclay, dans 2 instances, Data IA et Transalgo, qui sont des plateformes où on essaie de mettre en œuvre des outils sur des sujets qui percutent vraiment. Les prix varient sur Internet. Pourquoi j'ai des pop-up qui me rappellent des informations que j'ai vues juste après pour me pousser à acheter des choses? Enfin, toutes ces manipulations qui arrivent sont de plus en plus, en les utilisant dès maintenant, et c'est là-dessus qu'il faut être alerté et comprendre comment ça marche. Donc, on met en œuvre cela. D'autre part, la CNIL, on l'aide aussi, la CERMA, qui est cette commission sur l'éthique de la recherche, a beaucoup travaillé conjointement avec la CNIL pour animer les débats autour de l'éthique. La CERMA, c'est un comité d'une 20aine de personnes au sein d'un système qui regroupe les forces académiques du CNRS, de l'INRIA, CEA, Télécom, Grande École, etc. Et ce sont des gens qui sont là tout à fait bénévolement pour réfléchir aux fondamentaux qui sont importants à gérer. Et je vous encourage à aller regarder sur le site. On a 2 rapports, un sur la recherche en robotique, un deuxième sur l'apprentissage machine que j'ai coordonné et l'éthique, qui vaut le coup d'être regardé parce que c'est dans un langage extrêmement précis sur les choses avérées actuellement. Donc j'ai confiance. Ça fait partie justement de votre qualité, cette précision. Qui va même assez loin parce que vous avez fait mieux que Moïse en descendant de votre Sinaï à vous. Vous n'êtes pas descendu avec une table de la loi avec 10 commandements, mais avec 11 commandements. D'accord, je cherchais. Bon, effectivement, j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, alors l'idée de lister en fait l'ensemble des régulations qu'il est nécessaire de prendre en compte et de la coller aux peurs dans la société, parce que à force d'entendre des bêtises monumentales sur l'intelligence artificielle qui sont dites beaucoup par des non-informaticiens, je
pense qu'il y a urgence. Alors, il n'y a pas que des non-informaticiens qui disent des bêtises, il y a aussi des gens qui sont dans des grands groupes. Il y a Elon Musk qui nous balade, Laurent Alexandre qui surenchérit. Laurent Alexandre, c'est quand même un médecin à la base, et il vient dénoncer tout un tas de choses autour de ce sujet, qui sont pas son sujet d'expertise, avec mots très agressifs. C'est un neurologue. Ouais, c'est un futurologue. Maître Valin, vous avez une question? Non, pas de question particulière. Monsieur le procureur. Je n'ai pas de question pour le moment. Monsieur le juge. Mais nous allons gagner du temps, dites-moi. Madame, merci beaucoup de votre contribution. J'appelle Madame